Dominique Varluzel, bonjour. Bonjour. Vous revenez après un long silence pendant à peu près 6 mois. Vous aviez disparu en raison d'un accident vasculaire cérébral, A disparu médiatiquement. disparu de la scène publique. On va parler de ça, parler de vous. C'est un mal qui touche 16 000 personnes chaque année en Suisse. Question bête, mais c'est celle qu'on pose généralement à quelqu'un qui revient de l'hôpital. Comment allez-vous ? Compte tenu des circonstances et de l'accident auquel vous venez de faire allusion, plutôt bien. Alors, ce qu'on vous a fait, on va détailler après parce que c'est ce qui arrive à beaucoup d'anonymes aussi. On vous a ouvert la boîte crânienne, il a fallu faire une opération très complexe. Vous êtes toujours en rééducation, c'est une autre vie que vous menez aujourd'hui, on va parler de ça. Parole intacte, J'espère. rééducation très lente, ça se passe toujours comme ça. Oui, c'est millimètre par millimètre. Et vous l'avez dit, beaucoup de gens sont frappés. La procédure est très réglée, très réglementée. Il y a une séquence chirurgicale qui est très arrêtée. Je suis passé par là comme des dizaines de milliers d'autres. C'est pas un titre de gloire, ni une souffrance qui mérite une décoration. C'est une épreuve. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur la question. L'un porte particulièrement bien son titre, que j'ai lu il y a quelques semaines, qui s'appelle « Le jour de la nuit ». Bien, l'AVC, c'est ça, c'est le jour de la nuit. C'est le jour de l'entrée dans un tunnel dont vous ne connaissez ni le degré d'obscurité, ni la longueur. Parler de son mal, c'est un choix. On sait que chez les personnes publiques, en général, ils se posent toujours. Dans les grands cancers, Monseigneur Genoux avait touché beaucoup la Suisse romande en parlant de son cancer. Vous vous êtes posé ce choix très vite, dès le début, de vous dire j'en parle ou non ? Oui, parce que j'ai été très sollicité d'en parler. Et souvent, ceux qui sont exposés médiatiquement refusent, parce qu'ils partent de l'idée que parler de son mal, c'est faire montre d'affaiblissement, c'est finalement faire acte de vulnérabilité. Ça n'est pas mon point de vue. La maladie, l'accident sont choses banalissimes. La Suisse le sait. Toute la polémique qui enfle autour de l'assurance santé naît de la banalité du phénomène qui est celui de l'accident ou de la maladie grave. Mais moi, je ne suis pas d'idée, je suis pas de l'avis qu'il faille se cacher ou dissimuler son mal, précisément parce qu'il est banal, qu'il concerne d'autres que soi, et qu'en parler peut au contraire contribuer à l'édification d'une stratégie qui se développe et se déploie lorsque la souffrance survient, et donc à une stratégie défensive contre la souffrance. Est-ce que vous vous êtes vu mourir les grands cancéreux, par exemple, souvent racontent ce moment où tout à coup ils imaginent le monde qui continue sans eux, les gens qui marchent dans la rue, etc. Vous avez ressenti ça ? Oui, tout à fait. On a ce sentiment d'un instant, d'une étincelle. On a l'impression et la conviction de tutoyer la mort, d'être à son guichet, de la rencontrer, d'y faire face. C'est quelque chose de très perceptible. Personnellement, je l'ai éprouvé à 2 reprises. La première fois au sortir de la trépanation, qui est la première opération chirurgicale de cette procédure dont je parlais, qui consiste à ouvrir le crâne de celui qui est victime de l'AVC pour diminuer la pression intracrânienne qui écrase le cerveau et donc crée des dommages dont l'étendue ne peut pas être mesurée à ce moment-là. Eh bien, à Nassau, dans un hôpital dont je vous garantis qu'il était tout à fait rustique, au sortir de cette opération, j'ai eu ce sentiment et cette conviction, je me souviens de cet instant très précisément, où j'ai eu le temps de me dire c'est fini. Je ne me suis pas posé la question de la course du monde sans moi, parce que je ne suis pas d'avis que j'y occupe une place telle que j'y laisserai un vide. Mais je me suis vu absent de ce monde-là, effectivement. Et puis, il y a une sorte d'inventaire humain qui se fait à ce moment-là, de tri automatique des êtres qui vous entourent affectivement. Et tout à coup, vous avez ces êtres qui, dans cet instant de souffrance, donc de solitude, vous étreignent, d'autres qui vous manquent, d'autres qui vous répugnent, d'autres qui vous révulsent, d'autres dont vous avez la volonté de vous éloigner, et d'autres, bien entendu, qui vous manquent. On fait les comptes. On fait l'inventaire
Donc, d'une certaine façon, on les compte, effectivement. 6 mois dans un lit d'hôpital, 6 mois de rééducation, on va évoquer tout ce que ça signifie. Est-ce qu'on est différent après ça? Oui, d'abord, c'est une très forte leçon d'humilité que la vie vous donne quant à votre propre fragilité et à la précarité, j'en ai souvent parlé avant, d'un statut privilégié. Lorsque vous avez du succès, une certaine renommée, de l'argent, un succès professionnel, et que vous êtes reconnu dans ce que vous faites, c'est votre cas, vous avez à un certain moment la conviction que les choses sont installées, sont dites, sont faites, ne fût-ce que parce que les autres vous le disent ou l'écrivent. Or, moi, j'ai toujours pensé que ce statut était précaire avant que d'être définitif et avant que d'être installé. Eh bien, dans cette leçon d'humilité, le chapitre 1 de cette leçon, c'est « rien n'est installé, rien ne dure, rien n'est acquis à jamais ». Vous pouvez vaciller, tomber d'un instant à l'autre, puisque la foudre vous frappe en quelques secondes, et vous cessez d'être celui que vous étiez pour devenir un autre. Est-ce que vous êtes mieux que ce que vous étiez avant, ou moins bien? Je ne sais pas, mais vous êtes plus humble, vous avez un regard sur la souffrance des autres qui est différent, vous avez une compassion à l'égard de qui souffre que vous acquérez si vous ne la possédiez déjà, et vous avez une relation à autrui qui est tout à fait différente. Moi, je me suis beaucoup déployé dans la brutalité, dans la confrontation, dans le conflit, voire dans le rejet. Je pense que cette posture mentale et psychologique est un coefficient qui a pesé très lourd dans ce qui m'a frappé. Donc se pose la question de la réforme, non pas seulement de la réforme du comportement, mais de la réforme de la pensée. Est-ce qu'il faut regarder les autres de la même façon après et avant? Ça veut dire une forme d'examen de conscience. Vous dites « j'ai été trop dur » ou... Tout à fait. Parce que vous faites l'analyse de ce qui est survenu, mais vous faites l'analyse des causes. Puisque tout est lié, alors vous vous demandez pourquoi? Pourquoi moi? Quels sont les facteurs? Alors bien sûr, il y a les explications divergentes, que certains médecins peuvent vous donner, vous suggérer ou vous proposer. Mais elles sont diverses, confusionnelles, imprécises, reposent sur un savoir incertain et sur une expérience fragile. Donc là aussi, vous faites le tri. Donc effectivement, c'est un examen de conscience. Vous dites finalement, j'ai été puni d'une certaine façon, et une vision protestante, vous dites, pourquoi j'ai été frappé, où ai-je démérité? C'est effectivement un examen de conscience, et dans mon modeste cas, je pense que ces postures très sévères que j'ai pu adopter dans certaines circonstances, pas seulement dans ces circonstances professionnelles, conflictuelles, brutales, sont pour partie la genèse de ce qui m'est arrivé, en effet. 6 mois de vie, de janvier à juillet. Alors, oui, puisque c'était le 2 janvier. Signe avant-coureur déjà, le 1er janvier, vous sentez déjà des signes dans votre corps? Oui, j'ai senti classiquement un fourmillement dans le bras gauche. J'ai d'abord opté dans ma réflexion pour un infarctus du myocarde, d'abord parce que mon père, j'ai des antécédents non judiciaires, mais mon père a vécu un infarctus du myocarde à 35 ans, un second à 37 ans, il en est mort. Et donc je me suis dit, dans l'instant, c'est un infarctus du myocarde. J'étais à Nassau, au milieu d'un magasin de porcelaine, je me souviens très bien de l'instant, et je me suis dit, je vais tomber là et je vais briser cette porcelaine. J'ai eu le temps de cette réflexion, mais j'ai d'abord pensé à un accident cardiaque, vasculaire, ça en était un, mais d'abord cardiaque alors qu'il était cérébral en réalité. Ça c'est le premier signe. Ensuite, chez vous le lendemain, là vraiment, ça se déclare. Ça se déclare parce que vous commencez à perdre l'équilibre en toutes circonstances. Et puis je suis tombé à plusieurs reprises. Je me suis frappé très lourdement la tête contre le sol. Il y a une perte de contrôle de soi. Il y a donc une perte de conscience. Et là, parce que je savais que j'étais victime d'une hypertension artérielle mal contrôlée, mal maîtrisée depuis très longtemps, j'ai tout de suite pensé à l'AVC, et puis j'avais une perception de la luminosité qui était bizarroïde, qui est un facteur là aussi classique et répertorié, tout ça je le savais,
Et j'avais donc la certitude que c'était un AVC. Et quand mes docteurs de savane sont venus me secourir là où j'étais, j'ai entendu le diagnostic stroke alors qu'ils étaient en train de m'examiner, qui corroborait la réflexion que je venais de me faire. Il y a ce moment où vous êtes par terre et puis vous êtes étendu, je crois qu'il y a votre réparateur de télévision, c'est ça Mon installateur, tout à fait. Et les gens autour de vous, là, vous entendez ce qu'ils disent, hein? J'entendais parfaitement et on me disait ne fermez pas les yeux, ne fermez pas les yeux, restez avec nous, restez avec nous. Ce qu'on voit dans toute bonne série américaine, à l'instant où l'inspecteur de police est frappé d'une balle injuste et il commence à perdre conscience. Première étape médicale, on vous amène à l'hôpital de Nassau, donc vous êtes aux Bahamas. Et là, on me dit, on doit vous ouvrir le crâne, c'est une question de vie ou de mort, pour faire baisser cette pression. Est-ce que vous acceptez cette opération ou est-ce que vous la refusez? Si vous la refusez, vous serez probablement mort aujourd'hui ou demain. Je vous laisse imaginer la réponse que j'ai pu faire. Donc, j'ai bien entendu accepté. On vous trépanne, là? Là, on m'ouvre le crâne et on m'enlève la moitié de l'os du crâne, la partie occipitale pariétale, qu'on me coud dans l'estomac. On crée une sorte de garage artificiel parce que, comme on ne peut pas conserver cet os dans l'azote, parce qu'il est difficile ensuite de voyager avec, les conditions de conservation sont trop aléatoires, et qu'on sait qu'on va devoir un jour ou l'autre le refixer, on m'a cousu cet os dans cet estomac, dans ce garage artificiel, pour éviter que l'os ne subisse une fibrose avec le temps ou une nécrose. Et c'est seulement à Genève qu'on va vous le remettre. Et c'est à Genève, 3 mois plus tard, qu'on va le ressortir de là où il a été logé, pour le replaquer à son siège naturel et le revisser avec des vis d'un métal particulier, dit soleil, en titane, avec une plaque de fixation, dont je craignais d'ailleurs qu'elle ne sonne dans tous les aéroports, dans tous les portiques. On m'avait assuré que ce ne serait pas le cas, et en effet, ce n'est pas le cas. Explication médicale, 16 000 personnes sont touchées par différents types d'AVC. Dans votre cas, c'est une dissection de la carotide, c'est ça, un caillot qui se forme? C'est d'abord une dissection de la carotide qui peut être purement anatomique, qui peut être acquise ou qui peut être de naissance, qui crée effectivement une modification du flux sanguin et la formation d'un caillot, dans mon cas, qui ensuite est flushé, comme on dit, dans l'artère sylvienne, l'artère centrale. Qui passe sous le front, notamment. Sous le front, et qui crée donc l'arrêt de cette circulation sanguine, et donc la perte de conscience et l'accident lui-même, dont les séquelles ne peuvent être mesurées que beaucoup plus tard. Pour ces milliers de gens, il y a une sorte de loterie, c'est-à-dire à quelle rapidité ils sont soignés, si la parole est touchée ou non. Vous avez eu cette chance-là que la parole n'est pas touchée. Alors, le langage, la conscience, la mémoire, la perception, la motricité des membres inférieurs, supérieurs. Moi, j'étais totalement hémiplégique du côté gauche, donc je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus parcourir 30 cm. Ça veut dire le quotidien depuis 6 mois, c'est la rééducation. Ça veut dire à réapprendre à marcher. Alors j'ai fait du tourisme hospitalier à grande échelle. Je suis resté à Chicago pendant plusieurs mois. Ici à Genève, je me suis retrouvé à l'hôpital cantonal, à l'hôpital Beau-Séjour, dans plusieurs cliniques, plus ou moins bien préparées à ce genre d'exercice. C'est très dur, la rééducation pour tous ceux qui l'ont vécu. À l'américaine, c'est très dur. À Chicago, vous étiez? À Chicago, c'était particulièrement sévère, parce que c'est un camp d'entraînement militaire tel que vous le voyez dans les films américains type Maître de guerre et autres. C'est une rééducation physique, neuropsychiatrique, mais qui passe par une violence verbale constante et une sollicitation extrêmement dure physique qui fait que vous devez résister à tous les exercices de rééducation qui vous sont proposés. Il y a une simulation de montée des étages, il y a le tapis roulant, il y a le harnais qui vous réapprend à marcher. Qui vous réapprend à marcher, vous êtes pendu au plafond en permanence, et pour éviter que vous ne tombiez, vous êtes harnaché et pendu à un rail au plafond, et puis vous devez courir, marcher, bouger en avant, en arrière, à gauche, à droite, tout ça avec des sergents-majors qui vous hurlent dans les oreilles des ordres dans un anglais guttural. Quand vous arrivez à Chicago, il y a là des gens qui sont agonisants et des gens atteints très très durement. Là, vous sentez que c'est vraiment au fond du trou, quoi. Vous vous sentez encore une fois humble face à la souffrance des autres et puis face à la vôtre propre.
Il y a des gens qui n'avaient plus de qui n'avaient plus de larynx, qui n'avaient plus de tête, qui n'avaient plus de menton. Il y a des blessures par balle, des blessures par accident, des gens qui agonisaient. Il y a beaucoup de rééducation cardiaque extrêmement difficile. Des gens qui pouvaient rester couchés 2 heures durant, avec des pulsations à 160 ou 180, sans accomplir aucun effort. La volonté, Donc, la volonté, ça compte beaucoup pour survivre à ça. D'abord, la détermination. Donc, la volonté de survivre, la volonté de remarcher, la volonté de rebouger, la volonté de continuer à penser, à parler, à analyser. Comment vous réussissez ça, à faire marcher la machine? Vous êtes couché une grande partie de la journée. Il y a une sorte de motricité intérieure qui fait que l'esprit ne doit jamais être en repos, parce que le repos, c'est le relâchement, c'est l'abandon de la lutte, c'est la défaite. Il y a des gens en otage qui disent qu'ils se récitent la liste des Bordeaux, ils se récitent n'importe quoi, la liste des voyages qu'ils ont fait. Vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a... Non, moi, c'était des exercices artificiels dits de neuropsychiatrie classique, avec des tests de mémoire, avec des chiffres ou des mots à débiter à l'endroit, à l'envers, 20, 25, avec des images, avec des exercices d'orientation dans le temps, dans l'espace, pour s'assurer du recalage des paramètres d'appréciation. L'expérience de la chaise roulante, tous ceux qui l'ont vécu disent que c'est quelque chose d'extrêmement dur. Vous l'avez vécu? Je l'ai vécu lorsque j'étais à Chicago. D'abord, c'est très pesant pour l'entourage, parce que vous devenez évidemment un fardeau. Vous êtes immobile au sens étymologique du terme, donc vous êtes porté par autrui. Alors, vous croisez des regards plus compassionnels, des regards de pitié, des regards de sympathie, des regards d'empathie. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Vous dites des regards de pitié. Le fait d'aller peut-être, me disais-je à ce moment-là, vers une mise à l'écart de la réflexion intellectuelle, sociale, psychologique, professionnelle. Devenir un légume, comme on dit vulgairement, la peur de devenir un légume. J'ai redouté, évidemment, cette issue, le fait d'avoir perdu la capacité d'écrire, puisque je suis gaucher. Vous êtes gaucher, c'est le côté gauche qui est pris. Et il m'arrive d'écrire un peu, et le fait d'être privé de cette faculté-là, ça c'est un fardeau qui me pèse encore tous les jours. Et je ne suis pas sûr du tout, loin de là, de récupérer la capacité d'écrire. La tentation de mourir? Bien sûr. C'est arrivé comment? D'abord, tout le monde y songe autour de soi. Et donc, l'envie de mettre un terme, de par sa propre décision, à ce qui est en train de se dérouler, vous vient. Alors, bien entendu, vous tentez de créer des équilibres de réflexion entre l'intérêt qu'il y aurait à disparaître, l'intérêt qu'il y aurait à demeurer, le risque qu'il y aurait à disparaître, peut-être, l'espoir qui vous ferait vous maintenir si vous décidiez de ne pas vous en aller. Ça veut dire quoi? Quand la pensée du suicide vient, la chose qui fait que vous avez le sursaut, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire, je vais sortir de cet état par mes propres forces. Alors moi, j'étais très entouré, très bien entouré. Je l'ai été notamment en particulier par Béatrice Barton, qui était présente au moment où l'accident est survenu, et qui était présente tout au long de ce cheminement. Et je dois dire qu'elle m'a vraiment, avec d'autres, porté à bout de bras, et que certainement sans elle, je ne serais plus là. Les bonheurs, les petits bonheurs qui restent, je veux dire, de lecture... Alors, ce sont des petites joies ponctuelles de lecture cinématographique, gastronomique, œnologique, voilà, des petites étincelles de vie qui, tout à coup, éclairent le brouillard, le noir, le tunnel dont je vous parlais tout à l'heure. La vie dans la chambre d'hôpital, c'est quelque chose de très particulier, hein. Ça a ses moments, C'est-à-dire que c'est carcéral. Donc vous êtes incarcéré, donc vous dépendez de la discipline des lieux, de l'ordonnance des lieux, de tout ce qui est conçu, ordonné, dicté par d'autres que vous. Et lorsque vous avez l'habitude, comme moi, je l'avais contracté, de mener votre monde, de diriger, de contrôler et de mesurer tout ce qui se fait par vous et tout ce qui est fait par d'autres qui dépendent de vous,
vous basculez dans un univers d'abandon où vous ne contrôlez plus rien. Être dépendant, c'est une... C'est pas une défaite. C'est pas une défaite de la pensée. C'est pas une défaite du corps. C'est une mésaventure. C'est tout ça et c'est seulement ça. Aujourd'hui, le diagnostic, vous ne connaissez pas encore sur la suite. Hein, je crois que ça, vous me disiez, c'est après une année. Il faut une année pour... Il faut un an pour déterminer quel va être ou quel pourrait être le taux de récupération. Mais il faut une année à dater de l'accident pour pouvoir poser ce diagnostic. Tout diagnostic anticipé est vain. L'activité, elle se poursuit quand même pour vous. Il y a une pièce de théâtre que vous avez écrite qui s'appelle Fratricide qui sera donnée à Genève. Ça, c'est des choses à quoi se rapprocher. C'est des choses qui continuent. Octobre. Oui, c'est des choses qui continuent. D'autant plus qu'elle est en cours de répétition. Il y aura des lectures, il y aura peut-être des retouches de texte à faire, et que ma production parisienne m'a demandé d'en écrire une autre, et qu'il faut que je le fasse. Mais pour le faire, il faut que j'ai une idée de départ que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvée. Selon votre état de santé, ça peut être la vie d'après ça, écrire, plutôt qu'être avocat comme vous l'étiez jusque maintenant. Ça sera davantage dicter qu'écrire, ou parler qu'écrire, mais ce peut être un pan de vie nouveau, oui. Si le public est là, si le succès est là, comme je l'espère pour la pièce qui sera jouée prochainement, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas prolongée par d'autres. Vous êtes un homme ayant passé 6 mois, vous avez un peu le point de vue de Sirius, hein, vous étiez à l'extérieur pendant 6 mois. Quand vous regardez l'actualité, tout ce qui s'est passé, le secret bancaire par exemple en Suisse, c'est fini, c'est une époque qui est passée. Oui, donc rien n'a changé puisqu'il était déjà à l'agonie la dernière fois que nous nous sommes rencontrés sur ce plateau. Et en ce qui me concerne, il y a plus de 5 ans que j'annonce sa mort. Son cercueil a été cloué de mois en mois grâce, j'ai eu l'occasion de le dire, au talent de nos politiciens qui ont mis nos banquiers, nos financiers, nos intermédiaires financiers devant le fait accompli. Et en effet, aujourd'hui, il est définitivement mort, c'est certain. Vous avez vécu des événements qui rendent encore plus sincère qu'on peut toujours l'être. Les avocats, les banquiers, etc., ont gagné beaucoup d'argent sur l'argent caché. En effet. Et ça, c'est fini? Non, c'est pas fini. Parce que d'abord, tous les avocats et tous les intermédiaires financiers, tous les banquiers n'ont pas renoncé à l'activité dite offshore. Ce que vous appelez l'argent caché, j'imagine que vous faites allusion à l'argent non déclaré. Donc, la peur, quand même, a changé de camp. Il y a une peur dans ce milieu-là qui n'existait pas avant. Il y a une crainte diffuse très forte du risque individuel. Banquiers qui ne voyagent plus, qui ne se rendent plus aux États-Unis. Donc, il y a une perception intérieure du risque personnel accrue depuis 2 ou 3 ans, c'est tout à fait exact. C'est vrai. Ça, plus ce qui vous est arrivé à titre personnel, ça veut, dans votre sentiment, une page est tournée? Je ne lis pas les deux sujets. L'activité professionnelle peut avoir ses modulations, ses réformes. Vous êtes de ceux qui ont incarné ça, hein, qui ont incarné, je crois, les années où on gagnait le plus d'argent à Genève, comme ça, c'était quoi, les années 70, 80 70 là-dessus. Ouais. 70 à 2000, quoi, en gros. Oui. Ouais. Ça, c'était les 30 glorieuses, la finance genevoise. Finance bancaire. Bancaire. Oui. Et Pas ça, seulement c'est fini. genevoise. Ouais. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, mais le volume des fonds déposés ne peut pas être comparé à celui de cette époque. Par conséquent, les gains générés non plus. Donc, les revenus des acteurs du monde économique ne peuvent plus être les mêmes. Mais le monde aura changé le jour, par exemple, où les 180 banques qui existent aux Bahamas, là où je vis, dont probablement une 50aine de banques suisses, auront fermé. Mais pour l'instant, la menace flotte et plane, mais les décisions sont annoncées mais ne sont pas prises. Qu'est-ce que vous décelez dans le regard des autres? Là, on vous entend, l'intellect fonctionne parfaitement et la parole, et en même temps, il y a tout ce qui vous est arrivé, que vous racontiez, de la trépanation, l'AVC, 6 mois d'immobilisation, l'inconnu quant à la suite. Qu'est-ce que vous voyez dans le regard des autres? Alors, il y a peut-être de la pitié, ceux qui disent il était arrogant, il est tombé. Qu'est-ce que vous ressentez? Non, alors ils ne le disent pas encore, mais ça va certainement venir. D'abord, je ne crois pas avoir été arrogant. Je crois avoir été assez sûr de mes idées et avoir été probablement plus franc
ou plus ouverts sur le terrain médiatique que d'autres ne l'ont été, ou en tout cas moins hypocrites, puisque j'ai dit, je crois avoir été le premier à dire au journal télévisé suisse que les banques suisses vivaient de l'évasion fiscale, et je le maintiens. Et ceux qui ont prétendu autre chose ont ensuite été assez prompts à dire que j'avais été le seul et le premier à dire la vérité. Alors, si c'est ça l'arrogance, admettons que j'ai été arrogant. Vous avez Les événements ne m'ont pas démenti. Vous avez 56 ans et vous êtes un homme où il y a une part d'inconnu. Vous me disiez, c'est presque comme quand j'étais jeune. Hein. Vous ne savez pas si dans 3 ans, vous serez toujours avocat, si vous serez valide mobile, ou non. Indépendant, tout à fait. C'est comment l'inconnu? C'est l'anxiété, voire l'angoisse, la peur, souvent la solitude. Peut-être la détresse, je ne sais pas. Peut-être. Dominique Verluzel, vous avez tellement donné de conseils dans votre vie professionnellement. Là, vous êtes dans la position d'un homme qui a vécu des épreuves très graves. Quels conseils vous donnez à ceux, des milliers et des milliers, alors là vous c'est l'AVC, mais c'est la crise cardiaque, c'est le cancer qui peut frapper chacun de nous. Le conseil que vous donnez, c'est quoi? C'est d'avoir le sens de la bataille et d'être bien entouré. Merci, Dominique Verluzel. Merci à vous.